Voilà, donc on va démarrer maintenant la troisième session de cette journée. Donc un petit peu en retard hein, pour parler de l'horloge. Hein, c'est pas pour faire un jeu de mots pourri, mais on est désolé. Donc, voilà, donc je vais laisser Xavier présenter notre première oratrice. C'est un plaisir d'accueillir Hélène Duez de Lille, qui va nous parler de l'ablation de l'horloge qui aggrave l'athérosclérose. Merci beaucoup Xavier, Muriel. Merci à la NSFA pour l'invitation. Et puis c'est un plaisir de se retrouver à Biarritz après ces 2 années, comme Vincent le soulignait tout à l'heure. Et je suis ravie d'être là et de vous parler d'horloge dès que je pourrai avoir les premières diapositives. Alors moi, je vais essayer de vous montrer par des données qu'on a obtenues au laboratoire et puis aussi par des données qui ont été publiées que, en fait, une détérioration de l'horloge circadienne, c'est-à-dire de nos rythmes biologiques, peut concourir à des défauts qui soient métaboliques ou directement sur la paroi vasculaire, souvent en combinaison d'ailleurs, avec aussi des phénomènes pro-inflammatoires quand les rythmes sont altérés. Et donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, l'horloge, vous le savez sans doute, hein, elle est présente dans tous nos tissus. C'est un mécanisme qui est ancestral, qui existe chez tous les organismes et qui va permettre d'inscrire les phénomènes physiologiques au meilleur moment de la journée afin qu'ils soient le plus efficaces. Et donc cette horloge, elle existe dans tous les tissus, elle existe dans le cœur, l'appareil vasculaire, elle existe dans le foie, dans le système immunitaire, on le voit aussi évidemment dans les sécrétions endocrines, hein, on le voit très bien avec le pic de cortisol le matin. Et donc c'est un phénomène, c'est un mécanisme qui va réguler toute notre physiologie. Et donc, il n'est pas étonnant que lorsque cette horloge elle est altérée, que ce soit par des facteurs génétiques, que ce soit par une baisse de la robustesse des rythmes au cours du vieillissement, ou que ce soit par le fait qu'on s'impose souvent à nous-mêmes de rester enfermés la journée à la lumière artificielle sans prendre la lumière naturelle et à s'exposer à la lumière la nuit, que ce soit parce qu'on fait un travail posté ou que ce soit même tout naturellement nous quand on reste devant nos écrans jusque tard le soir, eh bien tous ces facteurs vont concourir à une altération de l'horloge et il a été très bien démontré par des études épidémiologiques et observationnelles que cette altération concourt à bon nombre de pathologies, évidemment des troubles du sommeil, mais aussi des cancers, des troubles de l'humeur et des maladies cardiométaboliques et inflammatoires. Alors je vous en montre un exemple ici, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2020 dans Atherosclerosis et qui a regardé les taux de lipides chez des travailleurs, que ce soit des travailleurs de nuit, de façon permanente, ou que ce soit des travailleurs postés, qui ont été comparés avec des travailleurs de jour. Et ce qu'on voit très clairement dans cette méta-analyse qui s'intéressait à plus de 200 000 personnes, ou à près de 200 000 personnes, pardon, c'est que finalement on a des taux de triglycérides qui sont plus élevés chez les travailleurs de nuit ou les travailleurs postés par rapport à un travail de jour, et que, à contrario, vous voyez ici, les taux de HDL cholestérol étaient significativement plus bas, ce qui fait qu'on concourt à un risque de dyslipidémie relativement important et d'une dyslipidémie souvent caractérisée d'athérogène. Je vous montre ici une autre étude qui a été publiée dans le JACC il y a 2-3 ans, où en fait ici on s'est intéressé au sommeil et donc à la qualité et à la quantité de sommeil en lien avec une athérosclérose subclinique. Et vous voyez très bien qu'ici, que ce soit la durée du sommeil, on a ici une courbe en U, avec un risque d'athérosclérose qui était plus élevé pour des temps de sommeil plus courts et d'ailleurs aussi plus long, exactement comme on le voit pour le tour de taille d'ailleurs, mais aussi la qualité du sommeil, c'est-à-dire le nombre de réveils. Vous voyez qu'il est très bien associé, malheureusement, au développement d'une athérosclérose. Ça a été reproduit expérimentalement par le groupe de Phil Swirsky. Ça a été publié dans Nature il y a 3 ans. Il s'est intéressé à des souris ApoE knockout, qu'il a hébergé dans des cages tout à fait normales, ou alors qu'il a empêché de dormir, parce qu'au fond de la cage, ici, il y a une barre qui va bouger, qui va glisser au fond de la cage toutes les 2 minutes.
Et donc les souris, on les empêche de dormir. En fait, elles ont un sommeil qui est totalement fragmenté. Et dans cette étude, on s'est intéressé à ce qui se passait au niveau de l'athérosclérose. Et vous voyez très bien ici qu'en fait, on a une augmentation de la taille des lésions d'athérosclérose chez les souris qui ont un sommeil fragmenté. Et que ça, c'était accompagné d'une accumulation, d'une infiltration accrue de cellules inflammatoires, en particulier des monocytes pro-inflammatoires, LYCCI, et dans ce papier, il montrait très bien qu'en fait, c'était dû à une sortie de la moelle de ces monocytes qui étaient augmentés chez les souris qui avaient un sommeil fragmenté. Donc, il existe clairement un lien entre nos cycles veille-sommeil et le développement de l'athérosclérose. Une dernière étude qui n'est pas de ce qu'on a fait, mais qui a été publiée par le groupe de Patrick Rensen, à nouveau, il y a 2-3 ans. Ce sont des souris ApoE3 Leiden croisées avec des souris CETP pour mimer, pour retrouver une répartition en lipoprotéines qui mime ce qui se passe chez l'homme. Et ces souris ont été hébergées en cycle jour-nuit, donc 12 heures jour, 12 heures nuit normale, ou alors inversées toutes les semaines, c'est-à-dire qu'une semaine, elles sont dans un cycle normal, la semaine suivante, le cycle est inversé, etc., etc., etc. Donc elles font un Paris-Tokyo, Tokyo-Paris une fois par semaine, ou alors une avance de 6 heures ou un retard de 6 heures tous les 4 jours. Et vous voyez que dans tous les cas, en fait, on a une augmentation de la taille des plaques d'athérosclérose, avec des différences, en fait, dans cette étude-là, l'inversion totale du cycle jour-nuit de manière hebdomadaire avait l'impact le plus prononcé. Dans d'autres études, c'est un petit peu plus nuancé, c'est parfois l'avance de phase ou le retard de phase. Mais dans tous les cas, ce que ça montre, c'est que quand on altère l'horloge, eh bien, on a une augmentation des tailles de plaques d'athérosclérose qui est aussi associée à une infiltration de monocytes pro-inflammatoires au sein des plaques qui est augmentée. Alors, l'horloge, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un ensemble de facteurs de transcription qui exercent une fonction un peu de balancier, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec 2 facteurs de transcription qui sont clock et bémal, qui sont des activateurs de la transcription, notamment de ces 2 facteurs pair pour période et cry pour cryptochrome, lesquels, une fois en concentration suffisante, vont re-rentrer dans le noyau pour réprimer bémal et clock, c'est-à-dire ainsi réprimer leur propre transcription. Donc on a un mouvement de balancier puisqu'on va augmenter pair et cry et ensuite on va réprimer. Et moyennant quelques modifications post-traductionnelles par phosphorylation, ubiquitinylation, glycosylation, etc., eh bien, on va réguler la demi-vie de ces protéines de manière à avoir un cycle d'à peu près 24 heures. Et c'est ce qu'on voit très bien ici. Vous voyez que les gènes pair et cry ici, évidemment, cyclent ensemble, puisqu'ils travaillent ensemble, ils ont la même phase. Vous voyez qu'ils cyclent en antiphase de B-1 ici, par exemple, en bleu. On voit très nettement. On a ces 2 facteurs de transcription, réverb alpha et bêta, qui nous intéressent, nous, à Lille, depuis très très longtemps, qui viennent réprimer ce bras positif, donc qui répriment l'action de B-1 et clock, et vous voyez qu'ils sont en antiphase de B-1. Alors cette horloge, elle génère des rythmes d'à peu près 24 heures, mais ce qui fait qu'ils font exactement 24 heures, c'est qu'en fait, l'horloge est resynchronisée par l'exposition à la lumière, et ce, grâce au noyau suprachiasmatique qui se trouve dans l'hypothalamus et qui, recevant ce signal de manière récurrente toutes les 24 heures, vont ajuster la période à exactement cette durée. Les tissus périphériques sont synchronisés entre eux grâce à cette horloge centrale, mais ils peuvent être aussi synchronisés de manière totalement indépendante par des signaux tels que l'exercice, la tension en oxygène et puis les repas, en gros avec le niveau énergétique de la cellule. Et ça, évidemment, c'est très bien parce que ça permet de synchroniser la physiologie des organes métaboliques en phase avec l'alternance jeûne prise de nourriture qui va avec le cycle jour-nuit. Mais évidemment, chez des travailleurs postés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le repas va arriver à un moment, va synchroniser les horloges périphériques
pas forcément en phase avec l'horloge centrale qui, elle, va recevoir un autre signal. Et donc, évidemment, on entrevoit ici une faille dans le système, puisqu'on va avoir une désynchronisation des horloges entre elles avec des tissus qui ne vont pas recevoir le bon signal au moment adéquat et on va donc avoir une rupture de dialogue entre les organes et entre les cellules d'un même organe. Alors nous, je vous l'ai dit, on s'intéresse beaucoup à Reverb Alpha à Lille, d'une part parce qu'il fait partie de l'horloge, ensuite parce que c'est un récepteur nucléaire et que c'était notre thématique depuis de nombreuses années. On s'intéresse beaucoup, on travaille beaucoup avec des souris qui sont KO pour Reverb Alpha, c'est un KO total. Au-delà du KO de Reverb Alpha, c'est un modèle d'altération de l'horloge puisque on a un décalage d'à peu près une demi-heure dans la phase des souris. Alors vous voyez ces souris par exemple, en fait Reverb Alpha ici va être exprimé chez la souris pendant la phase inactive, donc pendant la phase de repos, qui est aussi la phase de jeûne en fait, et en antiphase des gènes de la lipogenèse. Et ça fait du sens puisqu'en fait Reverb Alpha est capable de se lier aux promoteurs de gènes de la lipogenèse et de réprimer leur action, ce qui fait que lorsqu'il est présent pendant la phase de jeûne, on réprime la lipogénèse, et puis lorsqu'il diminue au cours de la nuit chez la souris, eh bien on lève cette répression et donc on augmente la lipogénèse. Alors évidemment, ce qui se passe chez les souris Reverb Alpha KO, c'est qu'on perd cette répression pendant la phase de jeûne, et donc on a une augmentation des taux de triglycérides, et on avait bien pu montrer il y a quelques années qu'on avait une augmentation des taux de triglycérides plasmatiques concentrés principalement dans la fraction VLDL, qui était aussi accompagnée par une augmentation par exemple du gène de l'ApoC3. Alors évidemment, sur base de ces résultats, on s'est demandé si Reverb Alpha pouvait réguler l'athérosclérose ou contrôler d'une manière ou d'une autre le développement de l'athérosclérose. Et donc on a croisé les souris Reverb Alpha wild type ou KO sur fond LDL récepteur KO. Et on a étudié le développement de l'athérosclérose sur un régime normal. Je tiens à préciser que les souris ne sont pas soumises à un régime riche en graisse ou en cholestérol. Simplement, on les laisse vieillir suffisamment pour regarder un phénomène naturel de vieillissement au sein de la paroi vasculaire. Et ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'on a une augmentation qui est extrêmement nette de la taille des plaques d'athérosclérose chez les souris déficientes pour Reverb Alpha, donc des souris qui ont une horloge altérée. Et vous le voyez ici sur cette quantification de l'huile rouge. Ce qu'on voit aussi, c'est une accumulation de collagène et puis une accumulation de cellules immunitaires, notamment les CD4 et puis ici les macrophages. Alors, les macrophages nous intéressaient particulièrement puisque, évidemment, la dyslipidémie est importante, mais il a été très bien montré que le phénomène inflammatoire était extrêmement important dans le développement de l'athérosclérose. Et donc, on s'est intéressé à ce qui se passait dans la plaque sur les macrophages au sein des macrophages de la plaque. Et en particulier, vous savez que ces monocytes pro-inflammatoires qui vont s'infiltrer dans la plaque vont engouffrer du cholestérol et que les cristaux de cholestérol au sein de ces macrophages vont activer l'inflammasome NLRP3, ce qui va conduire ou concourir à une augmentation de la synthèse et de la sécrétion d'IL1β et d'IL18. Alors on s'est intéressé, on s'est posé la question de savoir si Reverb Alpha ou si l'horloge était capable de contrôler cet inflammasome NLRP3. Ça n'avait jamais été fait, on ne savait pas si cet inflammasome était régulé de manière circadienne. Et donc pour répondre à cette question, on a isolé des cellules du péritoine, des cellules non activées, et donc des CD11B+, et puis on les a isolés toutes les 4 heures chez nos souris wild type ou KO, et puis on a regardé tout d'abord si on avait des variations circadiennes dans l'expression d'NLRP3, vous voyez que c'est le cas ici sur cette courbe noire, de la même façon sur la synthèse de l'ARN messager d'IL1β, mais aussi sur la sécrétion de l'IL1β. Et vous voyez que chez les souris déficientes pour Reverb Alpha, eh bien, on perd totalement le rythme de NLRP3 et on modifie de manière très significative le rythme de synthèse de l'IL1β et de l'IL18. Alors ça, c'est dans des cellules du péritoine. Quid de ce qui se passe dans la plaque d'athérosclérose, dans la paroi vasculaire? Eh bien, on a récupéré des aortes des souris que je vous décrivais précédemment et on a réalisé des QPCR
pour voir l'expression d'IL1β, IL18 et NLRP3, et vous voyez que les trois sont significativement augmentés chez les souris qui sont déficientes pour réverb alpha. Quand on marque NLRP3 et qu'on fait un comarquage MOMA2 pour les macrophages au sein des plaques d'athérosclérose, ce qu'on voit, c'est une accumulation d'NLRP3 au sein des macrophages qui se trouvent dans la plaque, et on l'a quantifié ici, vous voyez, c'est très significatif. Donc, réverb alpha, ou en tout cas l'altération de l'horloge via le chaos de réverb alpha, va à la fois provoquer une dyslipidémie, mais aussi un phénomène inflammatoire au sein de la plaque qui concourt au développement accentué de l'athérosclérose chez ces souris. Alors, évidemment, on a aussi fait une analyse non biaisée, une analyse transcriptomique non biaisée des aortes de ces souris. Et au-delà des phénomènes inflammatoires, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait une augmentation, une mise en valeur de certaines voies qui étaient relatives à la calcification vasculaire. Et ces voies, ces gènes-là, on a pu les croiser avec un gene set, un jeu de données humaines qui montrait que chez ces souris réverb alpha KO, on avait un enrichissement de gènes qui étaient différents entre artères calcifiées et artères non calcifiées. Parmi les gènes, on retrouve évidemment, bon, l'IL1β, je vous l'ai mis ici, hein, gène inflammatoire, mais parmi ces gènes, on retrouve des gènes tels que SPP1, SOX9, qui ont été mis en cause dans différents papiers, ou en tout cas étant liés au développement de la calcification vasculaire. Alors on a voulu vérifier ça par RT-PCR et puis par un marquage à l'alizarine RAID sur l'aorte des souris. Vous voyez que ce marquage à l'alizarine RAID de manière très prononcée montre une calcification dans les aortes des souris déficientes pour réverb alpha, et ça c'est accompagné par l'augmentation de l'expression de gènes tels que RENX2, ostéopontine et ostéoprotégérine. Alors RENX2 avait été montré comme étant essentiel au sein des cellules musculaires lisses pour driver la calcification vasculaire, et donc on s'est intéressé à ces cellules musculaires lisses. Et on les a isolés à partir d'aortes des souris déficientes pour réverb alpha sur fond LDL récepteur KO, et on les a cultivés soit en milieu contrôle, soit en milieu enrichi en phosphate procalcifiant. Et ce que vous voyez, c'est que de manière totalement autonome, ex vivo, la cellule musculaire lisse déficiente pour réverb alpha, lorsqu'elle est cultivée dans un milieu procalcifiant, eh bien, dépose une quantité nettement augmentée, très significativement augmentée de cristaux de calcium. Et ça, évidemment, c'était lié à une augmentation de l'expression des mêmes marqueurs, ostéocalcine, ostéopontine, matrice GLA protéine. Alors, on a essayé de relier le tout. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on a aussi un phénomène inflammatoire qui est dépendant du macrophage et qui laissait supposer qu'il pouvait y avoir un crosstalk entre ces deux types cellulaires dans la plaque, avec notamment plus d'IL1β sécrété par les macrophages. Là, ici, on s'est demandé si, à même quantité d'IL1β, la cellule musculaire lisse déficiente pour réverb alpha pouvait réagir différemment et avoir un signaling, une réception du signal IL1β différente. Donc on a cultivé les mêmes cellules primaires isolées d'aorte de nos souris, toujours en milieu contrôle ou en milieu procalcifiant, sans ou avec la même quantité d'IL1β. Et là, ce que vous voyez très nettement, c'est que l'incubation avec l'IL1β en milieu procalcifiant augmente de manière très très prononcée le dépôt de calcium par les cellules musculaires lisses aortiques isolées de souris déficientes pour réverb alpha. Et ça, c'est lié à une augmentation de facteurs tels que SOX9, RENX2 ou du récepteur 1 à l'IL1. Alors, ça suggère un crosstalk entre ces deux types cellulaires pour concourir à ce dépôt de calcification. Et puis là, évidemment, on est à même quantité d'IL1β, mais puisque les macrophages déficients en réverb alpha sécrètent plus d'IL1β, eh bien, on suppose que ce signaling est encore plus exacerbé. On a aussi discuté et entamé une collaboration avec Nicolas Venteclé et Jean-François Gauthier à Paris, l'idée étant de voir si ces données-là pouvaient être relevantes chez l'homme. Et donc, en discutant avec Nicolas, on a pu avoir accès et nous a fait des analyses des patients
diabétiques de la cohorte AngioSafe qui ont été classés selon leur risque cardiovasculaire. Ce que j'appelle ici le risque élevé, c'est des patients qui ont un score calcique élevé comparé à un score calcique faible. Et il a regardé les marques d'activation H3K27 acétylées sur le génome, et clairement ce qu'on voit en termes de profil, ce sont des marques qui sont communes aux patients haut risque ou bas risque, donc score calcique élevé, score calcique faible, des marques qui vont être d'acétylation qui vont être exclusivement vues chez les patients à bas score calcique et des marques qui vont être exclusivement vues chez les patients à haut score calcique. Et donc, évidemment, on s'est demandé si on pouvait relier ces marques-là de près ou de loin à l'expression de réverb alpha. Et en étudiant ce groupe en particulier, on s'est rendu compte qu'effectivement, on observait des marques d'acétylation H3K27, donc des marques d'activation dans un enhancer qui est près du gène de réverb alpha, qui est codé ici par NR1D1, chez les patients à bas score calcique. Ça suggérait donc une différence d'expression de réverb alpha chez ces patients par rapport entre les deux groupes. Et c'est ce qu'on a pu vérifier, c'est ce qu'il a pu vérifier sur des cellules CD34+ isolées ici. Vous voyez que l'expression de réverb alpha est beaucoup plus élevée chez les patients à bas risque cardiovasculaire, donc à bas score calcique, par rapport aux patients au haut score calcique, ce qui va tout à fait dans le même sens que nos souris, c'est-à-dire quand on a moins de réverb alpha, on aurait tendance à avoir plus de calcification et réciproquement. On a aussi regardé l'expression de réverb alpha dans une cohorte qu'on a à Lille, qui est la cohorte OPAL2, qui est une banque d'endartérectomie, et on a regardé l'expression de réverb alpha et de réverb bêta dans des zones non calcifiées versus des zones calcifiées. Et vous voyez ici, à nouveau, on a une diminution de réverb alpha dans les zones calcifiées par rapport aux zones non calcifiées. Et ce qui est intéressant, c'est que réverb bêta, qui reconnaît exactement les mêmes éléments de réponse et qui donc a été depuis longtemps pensé comme régulant exactement les mêmes gènes, et bien cette fois, ça a l'air de ne pas être le cas, puisque son expression, en tout cas, n'est pas modifiée entre les deux. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que Lise, qui a mené ses travaux dans l'équipe, a un poster et donc je vous engage à aller discuter avec elle pour en savoir un petit peu plus sur les mécanismes et puis sur toutes les belles expériences et les beaux résultats qu'elle a obtenus. Et puis, je vais terminer par remercier donc Lise, qui travaille de concert avec Cécilia, qui va parler juste après moi. Et qui mène de manière brillante ce projet en collaboration et sous la direction de Benoît Pourcé, qui fait un travail extraordinaire sur cette thématique, et je le remercie très sincèrement. Et puis évidemment, je remercie l'équipe de Nicolas pour la collaboration très agréable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Hélène, la discussion est ouverte. Je vois des mains se lever, ça ne m'étonne pas. Ouais. Je commence, non? Oui, Bruno. Ouais. Merci Hélène, c'est toujours passionnant. Sur tes dernières données là, que tu nous montres, qui sont très intéressantes effectivement pour faire un sens clinique, une relevance clinique avec ces patients à score calcique, ces diabétiques à score calcique élevé, et la relation avec le niveau d'expression de réverb alpha. Est-ce que vous avez pu regarder quels étaient les déterminants de cette down-régulation chez les patients calcifiés? C'est quoi? C'est le niveau glycémique moyen, la variabilité glycémique, c'est éventuellement des paramètres lipidiques, c'est éventuellement l'état inflammatoire des patients. C'est quoi les déterminants essentiels du niveau d'expression de cette down-régulation de réverb alpha chez le diabétique? On n'est pas allé aussi loin, je t'avoue. Ça, ce sont des données qu'on avait obtenues sur une première partie, un premier sélection de patients, une quarantaine de patients, je crois. Et là, on est en train d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir faire cette analyse, justement, qui est difficile à faire sur un petit nombre de patients. Mais effectivement, c'est passionnant de regarder ça. Chez les souris réverb alpha KO, nous, on n'a jamais vu de différence en termes de glycémie, par exemple. Il avait été publié par d'autres groupes que réverb alpha pouvait réguler la synthèse des nouveaux glucoses que nous, on n'a jamais clairement vu.
mais clairement, peut-être que des taux de lipides différents peuvent aussi influencer l'expression de réverb alpha, ou peut-être effectivement chez ces patients quelque part. On avait montré une interaction, enfin une glycosylation de réverb alpha qui était possible, donc effectivement on peut imaginer que, on l'avait regardé au niveau hépatique, mais on peut très bien imaginer que ce soit aussi le cas dans les cellules endothéliales par exemple, ou dans les cellules musculaires lisses. Ouais. Et juste une petite suggestion, tu nous as montré du score classique coronaire. Ouais. Il y a des collections, et par exemple, si je pense que tu te mettais en relation avec Olivier Bourron, ils ont des très belles collections cliniques, très bien phénotypées sur la médiacalcose de l'artérite distale. Ce sera peut-être des partenaires à suggérer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais une question par rapport à la réversibilité des phénomènes lors des décalages du cycle. Est-ce que quand que les souris reviennent à un cycle normal, on voit une espèce d'amélioration, notamment sur les lésions des plaques ou autre, ne serait-ce que partielle? Alors nous, évidemment, avec les KO, on n'a pas fait. Il faudrait qu'on puisse le faire avec des fluxés, avec des cassettes stop. Enfin, il faudrait qu'on ait des modèles un petit peu plus élaborés qu'on n'a pas pour le moment, donc je peux pas répondre. En termes de jet lag, j'ai pas souvenir d'expérience qui ait replacé les souris dans un cycle jour-nuit normal en termes d'athérosclérose. Par contre, ce qui a été fait par l'équipe de Franz Kirch chez l'homme, c'est un décalage horaire chez l'homme, chez des sujets sains. Donc des sujets qui ont été pendant plusieurs jours placés dans un environnement constant avec très très peu de lumière, sans aucun signal sonore qui puisse leur donner une indication de l'heure qu'il est, et en les soumettant à des cycles lumière-obscurité, non pas de 24 heures mais de 28 heures ou de 20 heures, ce qui fait que tous les jours les sujets étaient décalés de 4 heures. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'au bout de 2 ou 3 jours, c'est-à-dire quand ils sont complètement inversés par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de la salle, ces sujets avaient une augmentation de la glycémie postprandiale, de l'insulinémie postprandiale, une augmentation de facteurs inflammatoires, IL-6, CRP, et puis une diminution, en fait il y avait moins de diminution de la pression artérielle systolique et diastolique. Donc clairement il y a un effet, et quand on continuait à décaler les patients et les sujets et qui revenaient à un cycle normal, on perdait cet effet. Parce qu'évidemment, quelques jours ne suffisent pas, et heureusement pour nous, parce que sinon on n'oserait plus traverser l'Atlantique et faire des vols intercontinentaux. Donc la situation revient à la normale. Ce qui se passe chez le travailleur posté, c'est que c'est une situation qui est chronique, qui peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, souvent associée à une prise de nourriture au mauvais moment. On sait que notre organisme n'a pas l'efficacité métabolique identique entre le jour et la nuit. Et puis c'est souvent associé à des repas qui sont différents, qui sont plus denses, plus riches en calories. Donc on a en fait beaucoup de facteurs qui concourent en fait, qui sont tous liés à l'horloge, mais qui affectent des compartiments différents. Et c'est ça qui, sur le long terme, va augmenter le risque de toutes ces pathologies. Mais sur quelques jours, c'est réversible. Hélène, moi j'avais quelques questions. Est-ce qu'il y a des polymorphismes décrits sur réverb alpha? Oui. Oui. Il y en a un qui avait été décrit par l'équipe d'Aline Meyrag il y a quelques années, qui est lié au BMI. Il n'a pas été relié, à ma connaissance, à aucun paramètre cardiovasculaire, uniquement au BMI, Il y avait eu un papier de l'équipe de Martha Garolet qui montrait un effet peut-être sur l'activité mitochondriale, ce qu'on a montré aussi chez les souris, mais dans le muscle. Mais voilà, ça reste à faire, ça reste à étudier. Deux petites questions. Le ligand m'interroge toujours autant. Et puis, au niveau cellulaire, si on reprend des cellules ou des organoïdes à partir de ces souris, est-ce qu'elles gardent les perturbations observées en termes de régulation de gènes? Alors, je reviendrai sur le ligand après. Les organoïdes, écoute, moi j'en ai jamais fait. Ce qui est clair, c'est que dans nos cellules primaires, quand on les cultive, on garde tout le phénotype. Cellules musculaires lisses, aortiques, là je t'ai montré, les macrophages, monocytes, tout ce qu'on a fait, on a pu garder. Donc je vois pas pourquoi en organoïdes on ne garderait pas.
Maintenant, évidemment, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un bon contrôle, c'est-à-dire qu'en culture, nous, on synchronise nos cellules, non pas sur le cycle cellulaire, mais sur l'horloge, avec des signaux tels que de la dexaméthasone qui mime le pic de cortisol qu'on peut avoir, ou voilà, des signaux similaires. En organoïde, j'avoue que je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas, mais voilà. Et concernant le ligand, c'est compliqué parce que le ligand naturel, c'est ce qui a été décrit par Mitch Lazar il y a déjà longtemps, c'est l'hème, mais l'hème c'est une très grosse molécule, donc elle ne rentre absolument pas dans la poche du ligand de ce récepteur nucléaire. Ce qu'il avait suggéré, c'était qu'un des bras latéral de la porphyrine rentrait via une cystéine en interaction avec la poche du ligand. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt que l'hème augmente l'interaction avec les corépresseurs, plutôt que d'être un vrai ligand. Mais néanmoins, nous, quand on l'utilise in vitro sur nos cellules, l'hème marche très bien et on reproduit l'effet des agonistes chimiques qui ont été faits par la suite par le Scripps Institute ou par GSK. Après, les agonistes, ces agonistes chimiques, pharmacologiques, ils ont beaucoup d'inconvénients parce que soit ils ne sont pas biodisponibles, soit ils ne sont pas spécifiques. Donc, on a des difficultés à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai pas de... Nous, on les utilise comme outils, en fait. Peut-être oui, 2 questions, donc des questions rapides et des réponses rapides parce qu'on va prendre du retard, mais... J'ai juste une petite question. Dans vos souris KO, vous montrez que vous avez une augmentation de la lipogénèse et du coup une augmentation des triglycérides circulants. Est-ce que vous avez regardé les triglycérides au niveau hépatique ou au niveau du tissu adipeux, par exemple ? Alors, au niveau du tissu adipeux, non, on ne les a pas regardés. On avait, c'est toujours Lise à l'époque, qui avait fait la taille des adipocytes chez les souris Reverb Alpha KO. Il y avait une légère tendance à avoir des adipocytes plus gros, mais c'était pas significatif. Donc il faudrait certainement qu'on revienne là-dessus. Il y a une publication très jolie par l'équipe d'André Loudon et David Ray avec un KO spécifique Reverb Alpha mais spécifique adipocyte, où en fait la souris n'a pas énormément de phénotypes, sauf quand on la challenge avec des périodes de fasting qui interviennent pas au moment normal, je dirais, du naturel du fasting. Réponse courte. Pardon. Au niveau du foie, c'est compliqué parce que Mitch Lazar, qui a utilisé le foncé 57, montre que la lipogénèse est accompagnée d'une stéatose hépatique. Nous, dans le fond SV129, on voit l'augmentation des gènes, pas la stéatose. Andrew Loudon, dans un foncé 57, voit les gènes, mais pas la stéatose. Donc on ne sait pas ce qui se passe exactement et pourquoi il y a des différences. Stop. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci pour ces questions.